Le Castellet, c'est fini, mais les pistonnets sont bien de retour, les amis. On retire le bob, on retire les lunettes de soleil et on découvre aussi également un tout nouveau plateau. Ne vous inquiétez pas, on retrouvera le précédent plateau à la rentrée, mais il subit quelques transformations, quelques travaux. Donc aujourd'hui, on est installé ici et c'est pour notre plus grand bonheur. Le Grand Prix de Hongrie, c'est ce qu'on va débriefer dans cette toute première vidéo. Hamza, Brice, bien sûr Tic et Tac qui sont présents, que vous avez plébiscité bien sûr du côté du Castellet, qui ont vécu, il faut le dire, leur meilleure vie il y a maintenant une semaine. Ouais, je suis pas encore revenu, moi. D'ailleurs, j'y retourne. Donc, c'est vraiment que j'ai envie de regoûter à ça. Ça va, Manu ? Ça va super. Un peu triste de retourner à Paris, après la vie qu'on a vécue l'espace d'un week-end, mais très heureux de vous retrouver, les gars. Ça va, Hamza ? Bah écoute, ça allait jusqu'à ce matin, 10h00, ce lundi, si vous regardez l'émission mercredi, puisqu'on a eu une annonce, une bombe. Fernando Alonso quitte Alpine et signe chez Aston Martin. Presque à me dire que c'est Binotto qui a créé ça pour essayer d'éteindre le feu qu'il a sur lui en ce moment. Un effet papillon, tu veux dire. Ouais, voilà. Avec vous aujourd'hui, on est très heureux, très fiers de l'accueillir bien sûr chez les Pistonnets parce que quelque part, l'ADN des Pistonnets est lié à l'un des projets qu'il avait monté, Feu Motors, bien sûr sur les antennes de RMC. Jean-Luc Roy qui nous fait l'honneur de sa présence. Salut Jean-Luc. Salut Emmanuel, salut Tic, salut Tac. Je vais m'y retrouver rapidement. Jean-Luc, on est content de t'avoir parce que, je le disais, on a été des auditeurs férus, bien sûr, de Motors, qui a pendant 20 ans été le talk du sport automobile, sport mécanique d'ailleurs, il faut le dire, sur les antennes de RMC. Et c'est vrai qu'on cultive un petit peu, pardonne-moi l'expression, cette vision un petit peu de vieux con. C'est-à-dire que nous, on aime bien tout ce qui pue, tout ce qui fait du bruit. Et forcément, c'est assez logique de t'accueillir chez nous, dans notre bébé, chez les Pistonnets. Merci beaucoup de m'avoir invité. En tout cas, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps parce que je fais quelques pérégrinations régulières, mais dans un pays qui pour moi est l'un des paradis du sport mécanique sur la Terre, donc je sais que vous ne m'en voudrez pas. Les États-Unis, on peut le dire, pour voilà. ceux qui n'auraient pas compris. Jean-Luc, tu es avec nous bien sûr tout au long de cette semaine dans les Pistonnets, bien sûr les deux émissions, le lundi, aujourd'hui le débrief, et puis mercredi vous aurez le retour du MAG, les 3 rendez-vous, et puis n'oubliez pas d'aller voir dimanche, on était sur l'antenne de Winamax TV avec Antoine et avec Brice, et on a pu notamment vous concocter, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard, un sujet autour de Mercedes. Sont-ils de retour justement dans la course à la victoire? Avant de commencer ce débrief du Grand Prix de Hongrie, 2 informations, messieurs, sur lesquelles je voulais vous lancer. La première, c'est Théo Pourchaire qui l'a emporté hier dans la course principale, bien sûr, de Formule 2. Théo Pourchaire qui se relance dans la course au titre. Un petit premier tour de table pour avoir votre avis sur cette belle performance, parce que depuis le Castellet, on a l'impression qu'il y a eu un déclic pour Théo Pourchaire. Ouais, c'est exactement la suite logique de ce qui s'est passé au Castellet. On sentait qu'il lui manquait quelque chose un peu dans l'agressivité. Jusque-là, il disait lui-même qu'il manquait parfois un peu de plaisir au pilotage. Et là, il a débloqué un truc. Je ne sais pas si c'est aussi le public en France qui l'a aidé, parce qu'il marche quand même pas mal à l'émotionnel de ce qu'il nous a un petit peu raconté. Et là, au Hungaro, en plus de ça, il y a quelque chose qui est assez injuste qui se passe en course sprint avec ce freinage tardif de Felipe Drugovich qui va venir un peu ruiner sa course. Il a montré sa capacité de dépassement, d'agressivité en course sprint, et il a ensuite montré sa capacité de gestion en course longue. Et quelque part, il a tout montré sur ce week-end du Hungaroring, et en plus de ça, il récupère la moitié de ses points. Donc c'est un week-end qui est tout bénef, surtout avant d'attaquer le triple header décisif. C'est lui qui part en vacances avec la tête libre. Felipe Drugovich doit commencer à peut-être se poser des questions. On va attaquer du coup 3 semaines de vide, et après 3 semaines décisives, je pense que c'est de très bon augure pour Théo pour la suite de ce championnat F2. Ce qui est intéressant, c'est qu'il enchaîne depuis la France, du coup, 4 podiums si on... Oui. Il y a la pénalité au Castellet, mais en l'occurrence, donc 3, du coup. Non, mais ça reste 4 podiums. Il termine sur le podium, et on en parlait au Castellet avec lui. Au niveau de la confiance, c'est quelque chose de très important. Donc on espère que le déclic psychologique, il l'a cassé. Première victoire, je crois, depuis Imola. Et maintenant, effectivement, on attend septembre. Tu parlais de déclic parce que c'est vrai qu'il s'est mis pas mal de pression, et nous l'a dit tout au long de cette saison, avec les ambitions notamment annoncées avant le début de cette saison d'être champion de F2. Jean-Luc, est-ce que Théo Pourchaire, c'est de la jeune génération des pilotes français? Est-ce que c'est un profil justement qui te parle? Est-ce que c'est un profil qui te plaît? Ah bah oui, déjà moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous les pilotes en général, et je dis toujours, même ceux du fond de grille, parce qu'il faut le courage, il faut la détermination, il faut l'engagement, il faut tout ce que vous avez rapidement évoqué. Alors il est très jeune évidemment, donc ça s'appelle l'expérience aussi, et j'aime toujours rappeler, c'est pas du tout de moi, que l'expérience est une longue suite d'erreurs. Donc pour progresser, il faut commettre des erreurs, il faut les analyser, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas bien marché, et puis après faire en sorte de ne pas réitérer les mêmes erreurs. Alors on en commet d'autres, il en commettra d'autres.
Charles Leclerc en commet encore, et tout le monde le sait, c'est un pilote que j'adore à tous les niveaux, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc c'est comme ça qu'on dit « Ah, ça je l'ai fait une fois, j'essaierai de ne plus jamais le faire ». Alors encore une fois, il en fera d'autres. Effectivement, la bataille pour le titre est serrée entre les deux. Après, il y a un aspect psychologique, effectivement, et c'est toujours très important pour un pilote de marquer de son empreinte. Là, il y a un break, c'est très bon pour lui, parce que partir en vacances, entre guillemets, ou tout au moins lever un petit peu le pied, pourtant c'est rare dans les pistonnets, mais lever le pied, donc, si tu freines, t'es un lâche. Alors, c'est bien, non, mais blague à part, c'est vraiment psychologiquement bien, et peut-être que ça lui donne déjà une petite option psychologique sur les trois dernières courses. Exactement. Et puisqu'on parle de Théo Pourchaire, Cocorico aussi également, un petit mot de Adrien David qui l'a emporté en Fréca du côté de Spa, et on n'est pas peu fiers et on le félicite bien sûr, Adrien David, qui réalise une très très jolie saison du côté de la Fréca. Hamza a commencé à en parler. Autre information sur laquelle on est obligé d'ouvrir ce matin parce que c'est un petit peu la surprise, mauvaise surprise pour les amoureux de Fernando Alonso. Fernando Alonso qui va quitter Alpine à la fin de cette saison. On annonce un contrat de plusieurs années avec Aston Martin. Jean-Luc, la question tout de suite qu'on a envie de te poser, est-ce que c'est Alpine qui a mis Fernando Alonso dehors, ou est-ce que c'est Fernando Alonso qui a pris ses clics, ses claques et qui part du côté de chez Aston Martin? Et je crois que malheureusement, c'est au milieu, c'est Alpine qui n'a pas su conserver Fernando Alonso. Et moi, je pense que c'est regrettable pour l'équipe française. D'ailleurs, avec les couronnes de laurier qui l'ont tressé, c'est vrai. Fernando a 41 ans, mais quand on aime, il n'y a pas d'âge. Il est toujours aussi motivé, il est toujours aussi passionné. On le voit bien à chaque occasion. Où, en plus, il y avait une émulation extrêmement saine avec Esteban Ocon. Il ne joue pas tout à fait dans la même cour parce qu'il y a une bonne quinzaine d'années d'écart entre les deux. Donc, c'est logique. Moi, je regrette qu'Alpine n'ait pas su le garder. Alors, on sait que Fernando souhaitait un contrat de 2 ans parce qu'il est encore motivé. Est-ce que chez Alpine, on s'est dit, ben non, 2 ans, en plus on a évidemment Oscar Piastri, il va falloir mettre dans un baquet. Est-ce qu'on lui proposait seulement 1 année avec une potentialité de reconduction, et Fernando est quelqu'un maintenant de carré, puis il ne va pas s'embarrasser de trucs. Du côté de chez Aston, on a dit, voilà, on a perdu un champion du monde, un quadruple champion du monde, on voulait un calibre. Bon, après que Vettel ait émis le souhait de voir Mick Schumacher, enfin là c'est du vœu pieux, c'était impossible. Ou alors mettre Mick Schumacher et Stroll dans le même panier, là c'est une folie furieuse. Donc heureusement la raison l'a emporté, et on a recruté un des seuls anciens champions du monde sur le marché. C'est pas très compliqué. Il y avait Fernando et pas grand chose d'autre en multiples champions du monde. Donc c'est un très bon choix de la part d'Aston. Je pense qu'il a au moins un contrat de 2 ans avec effectivement peut-être une option supplémentaire de 2 ans, allez savoir. Et puis je pense que Lawrence Stroll a dû sortir. Il a fait, bon, je vous pose ici l'état de billets. Encore. Je vais dire, bon, c'est bon, je vais rester. Alors, c'est pas la motivation d'un pilote, jamais. Enfin, ça aide pour les fins de mois, c'est toujours très sympathique. Surtout à 41 ans. Moi, je suis prêt à revenir beaucoup moins cher que Fernando. Mon téléphone n'a pas sonné. Et tu as mis une chemise Aston Martin, c'est peut-être un signe. Il y a peut-être, tu vois, un petit élan de drague. Hamza, la question, est-ce que la bonne nouvelle, c'est pas que Fernando Alonso sera en Formule 1 jusqu'à ses 45 ans, et la mauvaise, qu'il va terminer chez Aston Martin? Il est dégoûté. Ah ouais, non, mais honnêtement, c'est une gifle parce que moi, malgré toutes les critiques que l'on a pu faire contre le projet Alpine, qui me semble encore aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, toujours aussi flou, il y avait une sorte de nécessité d'avoir 2 gros pilotes. Je le disais encore la semaine dernière, je trouve qu'Ocon Alonso, c'est l'un des meilleurs line-up de cette grille. Et puis, on avait une sorte de certitude de résultats, de performance avec un top 10, et puis pourquoi pas une progression pour à terme aller chercher Aston Martin, je sais pas. Aston Martin, c'est le flou complet. Alors, il y a une nouvelle usine qui va arriver à fin 2023 avec la nouvelle soufflerie, etc. Peut-être qu'à ce moment-là, Aston Martin sera calibré pour aller jouer le titre mondial. Mais c'est une news à laquelle je ne m'attendais absolument pas concernant Fernando Alonso. Et ça me rappelle cette discussion en voiture du côté de Barcelone que l'on a eue avec Pierrot, où à l'époque, quand Racing Point devait devenir Aston Martin, on se disait... Ah bah Fernando Alonso, qui était à l'époque hors Formule 1, c'est le pilote idéal pour ce projet-là. Oui, on se le disait. Sauf qu'entre-temps, il y a 2 ans qui sont passés, et Aston Martin, c'est pas Aston Martin, en tout cas, c'est pas le projet qu'on nous a vendu. Oui, on se le disait uniquement parce que on savait que ça allait être la Mercedes Rose. Aussi, et que avec l'expérience McLaren d'Alonso, on se disait qu'Alonso ne pouvait revenir uniquement qu'avec un projet sportif qui tenait la route. Celui d'Alpine tenait à peu près la route. Cette année prouve qu'il tient davantage la route et que le plan était bon. D'ailleurs, Elplan, c'est poubelle. Oui, c'est fini. Ou alors Elplan, c'était Aston Martin. The Plan, cas, maintenant. c'est une espèce de douille absolue pour tout le monde. Mais mine de rien, j'aimerais revenir sur un truc.
je sais pas comment Lawrence Stroll, à part à coup de dollars, se démerde pour convaincre des Vettel et des Alonso de signer chez lui si le projet ne suit pas. Mais c'est le puis, ça parallèle allait- PSG Aston Martin, et hein, puis, tu sais ça qu'on a allait- toujours fait dans cette émission. C'est allé très très vite puisque Vettel a annoncé ça il y a 4 jours. des dires d'Aston Martin, Vettel a annoncé ça à Aston Martin mercredi. Oui, mercredi, Donc ouais. entre mercredi Ouais. et dimanche, c'est allé très très vite. Il y avait sûrement des contacts, bien sûr, Ouais. établis, parce que, évidemment, ce serait même une faute professionnelle Oui, de ne pas, de ne pas dans la sécuriser. mesure où ils ont passé en revue les Ouais. pilotes qui arrivaient en fin de contrat. Alonso en faisait partie. À mon avis, il y avait des contacts d'engagés. Hein, ça, Oui, pas oui, certainement. dire ce que tu dis, mais je pense que c'est pas, tu vois, c'est pas à l'issue du départ de Vettel que tu dis, tiens, on va appeler Alonso. À mon avis, il avait déjà une proposition. Et t'as raison Jean-Luc, parce que quand on était au Castellet, on a eu l'occasion de discuter avec des personnes de chez Alpine, et on posait la question, on disait alors est-ce que vous allez officialiser Fernando Alonso ici au Castellet parce qu'on est au Grand Prix de France, et on nous disait le dossier est un petit peu plus compliqué que ce que les gens veulent entendre. Alors qu'Alonso disait lui-même que les négociations prendraient 10 minutes. Alors, Oui. Avec Aston Et- Martin du coup. ouais, voilà. Oui. En fait, du coup, je suis en train de me retourner la déclaration en me disant, ça se trouve, lui, il savait que Alpine n'allait pas être en mesure de lui donner ce qu'il voulait, qu'il a peut-être voulu tromper son monde comme ça, et qu'au final, Lawrence Stroll est arrivé en disant, t'inquiète pas, tu auras tout ce que tu veux. Pour moi, avant tout, oui, c'est une question de durée de contrat, mais vraiment. Ouais. Parce qu'il est motivé, il a 41 ans, mais dans la tête, il en a 18. Comme vous, comme moi. Donc, de toute façon, il se dit, moi, mon âge, je m'en fous. Je suis toujours aussi motivé, il est toujours aussi talentueux. Enfin, il l'a démontré. Si on lui donne une bonne voiture, alors, bien sûr que c'est un projet, comme on dit pudiquement, à moyen long terme. Mais encore une fois, et peut-être il a même signé pour 3 ans, allez savoir. C'est tout. Pourquoi pas, hein, c'est très possible, avec des options et d'autres choses. Alors, Alpine, on a essayé de lui dire, bah oui, mais tu vas rouler en endurance. Mais c'est pas ce qu'il veut. Il a roulé en endurance, ça y est, il a gagné le Mans. Il est champion. Et il roulera de nouveau après sa carrière. Mais ça, après, certainement. bon, bah, après c'est la pré-retraite. Mais- C'est pas méchant. On en parlera dans le débat, mais si une voiture comme Aston Martin a réussi à dégoûter un féru tel que Sébastien Vettel a autre chose dans la vie que le sport automobile désormais, et c'est peut-être ça aussi qui a fait qu'il s'en va. Mais je trouve ça incohérent par rapport à Fernando Alonso qui il est, et tout ce qu'il nous a prouvé dans la volonté d'être un battant qui avait la voiture pour la gagne. Après, effectivement, ses choix de carrière ont tous été plus calamiteux les uns que les autres en termes pour se retrouver au bon endroit au bon moment. Et Esteban Ocon va du coup peut-être jouer le titre mondial dès la saison prochaine. Bien vu. Quand Bien vu. quand Alonso s'en va, c'est quand même très bon signe Oui, souvent c'est pour une généralement c'est bon écurie. signe pour les C'est autres. c'est une boussole qui indique le sud, en fait. Mais ceci dit, c'est toujours où est le nord. Donc, y a pas de problème. C'est ça. Piastri officialisé, on imagine dans les heures qui viennent du côté de chez Alpine. Ça... Bah, par contre, ça, faut le verrouiller très vite. Oui, Parce c'est que vrai. si Piastri, je pense qu'il est malin, il y a plus d'intérêt à aller chez Alpine que Williams. Mais si Piastri ne va pas chez Alpine, là, Alors, c'est sûr que c'est un talent. Alors, le seul problème, c'est toujours de faire cohabiter un homme d'expérience, un homme capable de faire évoluer. Et Piastri, malgré tout le talent qu'on lui prête, on va voir en Formule 1, je suis persuadé qu'il en a. Bon, c'est vrai qu'Esteban, maintenant, a un petit peu de métier, mais est-ce que c'est pas ces deux jeunes loups? Et puis, alors, tu sais à quoi on ouvre la porte, hein, tu sais très bien, quand ça va commencer à tilter. Alors, chez Ferrari, on a toujours fait ça, on a toujours mis 2 pilotes qui s'arsouillaient, parce qu'effectivement, pour essayer de les pousser les uns envers l'autre. Bien sûr que c'est l'évidence, tu as raison. Puis en plus, ils l'ont avec eux. Maintenant, il va falloir que Esteban, peut-être lui aussi, se mette dans la peau du grand frère, j'allais dire, et qui accueille le petit, et qui l'aide vraiment. C'est ça. Bon, voilà, Est-ce faut qu'on- poser des... Est-ce qu'on considère aujourd'hui Esteban Ocon comme ayant l'expérience d'accueillir quelqu'un? Et peut-être que la signature de Piastri va dépendre de ça aujourd'hui. C'est-à-dire sûr. que je pense qu'ils sont pas dans l'optique de mettre 2 pilotes qu'ils Bon. considèrent comme jeunes. Si vraiment on met Piastri, c'est qu'on considère que Esteban Ocon a le calibre Attends. d'un numéro 1 et que ces 3 ans, Oh. 3 ans, oui, Oui. 3 ans Ouais. chez Renault/Alpine Ouais. auront prouvé que c'est lui le leader du projet. Et mine de rien, ça peut être quelque chose quand même qui va upgrader Esteban Ocon. Maintenant, vous avez raison sur un point, on ne peut pas laisser partir Oscar Piastri quand on l'a signé et quand Ah on l'a oui. comme ça en pilote de réserve. Donc on sait tous qu'a priori c'est un diamant, hein, on va voir. Et on a vu notamment jusqu'à présent aussi que Fernando Alonso était une sorte de leader technique aussi au sein de cette équipe Alpine. Il faudra voir si ce sera compensé. Les amis, on attaque tout de suite. Forcément, on ne pouvait pas commencer cette émission sans évoquer cette news et cette information principale aujourd'hui. Mais il y a eu un Grand Prix hier du côté de la Hongrie, de Budapest, le Hungaroring, qui accueillait la 13e manche du championnat du monde de Formule 1. Regardez plutôt les résultats avec notamment la 28e victoire en carrière de Max Verstappen. Décidément, Déjà. les statistiques affolantes du pilote néerlandais, 2 Mercedes sur ce podium. C'est le deuxième double podium consécutif, bien sûr, pour l'écurie allemande. Et puis, on en parlera
hein, mais c'est vrai que des Ferrari qui sont dans le top 6, mais qui sont surtout en dehors de ce podium. Perez un petit peu en difficulté, on l'a vu. Alonso Ocon dans les points, devancé par Norris. Et puis le point de la 10e place pour Sébastien Vettel. On en parle tout de suite justement de ce Grand Prix de Hongrie avec le débrief. Le débrief des pistonnés qui se passe toujours en 4 enseignements. Regardons-les justement, découvrons ce qui a retenu notre attention. Vous allez voir, on n'a pas été forcément très original par rapport à tout ce qui se fait depuis le début de cette saison. C'est un petit peu toujours bis repetita ces débriefs dans cette saison 2022. Verstappen sans forcer, c'est la question qu'on s'est posée et on essaiera de rentrer justement dans le vif du sujet. Lui qui compte 80 points maintenant d'avance sur Charles Leclerc. Oui, cette fois Mercedes nous semble être de retour. Est-ce que c'est circonstanciel ou est-ce que cela peut être durable sur la deuxième partie de saison? Lando Norris, le meilleur des autres. Et puis Ferrari, surtout la stratégie de l'échec pour tout simplement rendre hommage au célèbre film des années 90 de Dominique Farrugia. C'est bien sûr Monsieur Brice Germain qui nous a donné cette référence. On attaque tout de suite sur la Scuderia Ferrari qui nous a... Alors, chaque week-end, la Scuderia Ferrari nous propose des disaster class. Je ne sais pas si celle-ci n'est pas la meilleure. Je ne sais pas si Ferrari n'est pas justement dans le pire. Les meilleurs du monde. Regardez plutôt avec ce tableau la stratégie de l'échec. Leclerc déjà victime de la stratégie. Il était parti sur ce premier relais avec un très gros rythme en médium, 21 tours passés sur cette gomme, où il avait justement réussi, on va dire, à inquiéter Sainz, qui avait été arrêté de manière précipitée anticipée par Ferrari. Le dépassement complètement fou sur Russell au 31e tour. Il devient alors un solide leader avec la stratégie qui semble être la bonne. Il a le rythme parfait, il a les gommes les plus neuves. Leclerc qui annonce d'ailleurs à la radio qu'il veut absolument garder ses gommes et tirer son deuxième relais sur ses médiums. Mais patatras, tour 46, Ferrari qui couvre l'arrêt de Verstappen avec des hards. Et là, il va chuter en termes de rythme de course. On rappellera notamment que la combinaison médium et hard était l'une des non-recommandations de Pirelli pour ce week-end. On rappellera aussi qu'Alpine souffrait à ce moment-là en ayant passé les hards sur ces deux voitures. Et puis les conséquences, elles sont dramatiques. Il y a la communication dramatique de Mattia Binotto après la course. Je sais que vous y reviendrez. Leclerc qui accuse, je le disais tout à l'heure, 80 points de retard à la trêve sur Max Verstappen. Et puis la question que j'ai envie de vous poser, une petite ouverture. Est-ce qu'on aura bientôt des têtes coupées? Parce que du côté de la famille Elkann, on rappelle, qui dirige le groupe Ferrari, on a commencé à réagir un petit peu de manière vive hier sur Twitter. Votre avis sur la stratégie de l'échec du côté de chez Ferrari? J'imagine que tous les trois, vous avez dû pester hier. On a 2 heures. C'est ce que je dis à chaque fois. Bon, alors, puisque c'est à moi, je commence. Bon, moi, je suis atterré. Alors, je commence d'abord par dire que, comme tout le monde, j'ai un infini respect pour la Scuderia Ferrari. Parce que dès qu'on commence à tailler, il faut commencer par dire on les aime beaucoup. Bien sûr. Et c'est vrai. Mais là, je me demande, et il y a des gens de qualité. Alors, je vais citer des noms quand même, quelques-uns qu'on connaît. Mattia Binotto est un ingénieur, je pense, un technicien formidable. Il est chez Ferrari depuis très longtemps. Alors, je l'ai plusieurs fois dit à l'antenne sur AMC. Pour moi, le costard est trop grand pour lui. Manifestement, il est vraiment beaucoup trop grand. Maintenant, on en est certain. Non choix de stratégie claire entre les deux pilotes. Mauvaise décision. Alors, c'est pas lui en course. Après, il y a un type que j'aime beaucoup, c'est Laurent Mekies, qui est français en plus. C'est pour ça que je l'aime. Mais je veux dire, c'est un type original, intelligent, vif, rapide. Je ne comprends pas. Alors, qui prend les décisions? Il y en a d'autres, certainement derrière. Pourquoi prennent-ils toujours les mauvaises décisions alors que nous tous devant... Alors, je sais, c'est toujours facile devant l'écran de critiquer après. On est bien d'accord. Mais on peut se gourer une fois, on peut se gourer 2 fois, mais on ne peut pas se tromper à chaque Grand Prix. Et là, ce que tu viens de résumer, c'est exactement un cumul d'erreurs. En un seul Grand Prix, comment peut-on faire ça? Comment c'est possible? Alors, Charles, maintenant... retient son discours, il est quand même pilote Ferrari pour encore plusieurs saisons, etc. Et puis on a su ce que ça a coûté à d'autres, même des triples champions du monde à l'époque qui se retrouvaient mis à pied parce qu'ils conduisaient des camions. Bonjour Alain. Alain certain Limpé, ouais. Bon, mais on sait qu'on ne peut pas critiquer, j'allais dire, le Rome, ok. Mais quand même, il y a un moment, c'est pas possible de continuer comme ça, et c'est pas comme ça qu'on gagne un titre de champion du monde. Donc ces erreurs répétées, obstinées, et puis des erreurs, mais de débutants, mais vraiment. Moi, j'ai aussi dit une fois à l'antenne, est-ce qu'ils connaissent le sport automobile chez Ferrari? Parce que c'est, sincèrement, on en est à ce point-là. Alors, on est en train de perdre un championnat qu'on aurait évidemment dû gagner. Je sais que c'est pas facile, parce que les autres sont solides, et notamment Verstappen, et il démontre que le patron, c'est lui, clairement. Alors après, on va parler des autres, évidemment. Il y en a d'autres, des patrons. Mais là, c'est mort. Pour moi, c'est plié. Même s'il reste 9 Grands Prix,
80 points d'écart à ce stade. Et puis pourquoi ça changerait chez Ferrari? Voilà, bien la sûr. vraie question, qu'est-ce qui peut changer? Alors qu'on a une bonne monoplace. Je rappelle aussi qu'en termes techniques, on a déjà changé tellement d'éléments. Ouais. On est déjà dans la zone rouge, sans vilain jeu de mots. Donc je pense que la deuxième partie de saison va être terrible en termes de pénalité, puisque ce règlement débile est comme ça. Et qu'on pénalise aussi le pilote parce qu'il y a des fautes techniques. Voilà, j'ai dit que je ferais moins de 2 heures, j'ai fait moins de 2 heures. Je vais pas répéter ce que je me tue à dire depuis le début de saison, parce qu'en fait, finalement, le constat est souvent le même quand même. Là, j'essaie de comprendre. Et la seule manière... On peut pas. Bah, je me dis qu'avec tant d'échecs, tant d'années de marasme du côté de Ferrari, la voiture qu'ils ont pondue les dépasse dans la lucidité qu'ils ont à la gérer. Il n'y a pas de lucidité, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de moment où on se pose calmement. Tout est dans l'image en ce moment pour faire croire qu'on gère la situation, alors qu'on ne fait qu'éteindre des petits incendies qui sont par-ci par-là, alors que la maison derrière, elle brûle et on ne veut pas le montrer. La maison brûle parce que personne n'a les épaules, à mon sens, pour s'occuper d'une telle maison. Depuis Jean Todt, personne n'a les épaules pour s'occuper d'une telle maison, à mon sens. Et ça fait que on doit gérer la presse, on doit gérer la communication, on doit gérer l'entente des pilotes, on doit gérer 1 million de choses qui ne sont pas relatives au réel, la lucidité du réel, à prendre des décisions qui sont effectives. Mercedes, Red Bull, hier, ont fait leur course. Ils ont fait leur stratégie par rapport à leur monoplace, leur pilote, là où ils étaient placés. Tous les arrêts de Ferrari hier ont été faits par rapport aux autres. Et ça, quand tu as l'écurie dominante et qu'en essai libre 2, tu as 7 dixièmes d'avance en rythme sur les médiums, tu ne peux pas te permettre de t'adapter aux autres en sachant que les autres, en partant 10e sur une stratégie décalée, ne te calculent même pas. Ils ne te calculent pas dans la manière dont ils gèrent leur course. Toi, tu t'arrêtes quand Russell s'arrête, tu t'arrêtes quand Verstappen s'arrête, tu ne calcules même pas les pneus que tu as pour le faire. C'est-à-dire que tu te retrouves piégé par ta propre gestion pneumatique sur le week-end parce que les autres font quelque chose. Non, tu as la voiture dominante, tu dois faire ta propre stratégie et ne pas regarder ce qui se passe ailleurs, te concentrer sur toi. Et je pense qu'ils ne savent plus le faire cette saison, se concentrer sur eux-mêmes. J'aimerais revenir, je pense qu'on a à peu près tout dit, sur la stratégie de Charles Leclerc, l'arrêt en dur. Alpine tente le coup. On voit très clairement... Non, mais on voit très clairement que sur le début, ça marche pas. Sauf qu'Alpine, ils sont sur une stratégie à un arrêt. Ouais. Donc, Exactement. potentiellement, ça peut payer. Ça a payé puisque les deux Alpines ont terminé dans les points. Ferrari, il restait quoi? Une trentaine de... Même pas une trentaine, il restait... si, il restait 31 tours au moment où, où Leclerc s'arrête. Exactement. Il change. Je ne comprends pas, Bien. à ce moment-là, pourquoi tu arrêtes Charles Leclerc tout en sachant qu'on a les données d'Alpine qui te montrent qu'au début, ça ne marchera pas. Alors, Ferrari te dit, on espérait qu'après 8-10 tours, les pneus allaient performer peut-être plus que les médiums usés de Max Verstappen. Ça ne marche pas. 8 tours plus tard, tu arrêtes Carlos Sainz pour lui mettre des tendres. Ça veut dire que selon Mais à Ferrari... 20 tours de l'arrivée ou il y a- 25 tours de l'arrivée, je Ouais, crois. 8 tours après. Ouais. Il y a peut-être un 47e delta. tour. Ouais, voilà. 23 tours de la. 23, Et le pire 23 dans tout tours. ça, soft. c'est la communication. T'en parlais tout à l'heure, Mattia Binotto. Mattia Binotto, sur Sky Sport, chaîne anglaise, pendant la course, on fait une petite ITV pendant la course, il est sur le pit wall, on lui pose la question. La question, c'est la suivante. On peut mettre Êtes-vous- l'habillage d'ailleurs, les amis, si vous voulez, en régie. Êtes-vous inquiet du rythme de Verstappen? Binotto, à ce moment-là, 26e tour. Binotto répond non, son rythme est aussi bon que le nôtre. En fin de course, Binotto, enfin après la course, dit notre problème, c'était pas un problème de stratégie, Ouais. c'était pas un problème de pneus, c'était un problème de rythme. Donc il y a, Il sait plus ce qu'il dit. Quoi. Mais de il est rythme perdu. sur les pneus. il est perdu et en fait après, quand après la course sur Sky Italia, il te dit oui, donc c'est pas un problème de pneus mais de performance, un problème de rythme et qui commence à s'agacer en disant c'est moi le responsable. En fait, dans Oui, sa c'est lui, communication, mais c'est ce qu'on dit depuis des semaines et des mois. On en parlait, je crois, lors de la toute première émission. Ouais. Binotto, c'est comme tu le disais, c'est un homme brillant dans son rôle, mais peut-être que ce rôle n'est pas fait pour lui. Un Tu sais, c'est le ingénieur. principe de Peter. Vous connaissez ça? Le principe de Peter, c'est atteindre son niveau d'incompétence. Tout le monde, ça frappe tout le monde. On a tous une limite. Mais bien sûr qu'on a tous Le une problème, c'est que chez Binotto, ça fonctionnait moyennement. Allez, il y a eu des moments forts, des temps faibles, lorsque Ferrari ne jouait pas le titre. Mais aujourd'hui, Ferrari joue le titre. Donc forcément, tu es face à ton incompétence, avec tout le respect que j'ai pour lui, et je ne prétends pas avoir le niveau pour être à sa place, attention. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu n'es pas compétent dans un domaine, à un moment, ça finit par payer collectivement. Et aujourd'hui, Ferrari joue le titre,
Ferrari est punie. Mais justement, est-ce que c'est pas ça le plus inquiétant? Il y a les faits, il y a les erreurs que Jean-Luc tu rappelais, et il y a cette cacophonie post-Bérésina où on se dit, mais en fait rien ne va changer. C'est-à-dire qu'on a 3 semaines, 1 mois jusqu'au prochain Grand Prix. On s'attendrait, parce que là quand même le coût en termes de communication vis-à-vis de la Formule 1, c'est aussi la communication, c'est aussi du marketing, c'est aussi des marques qui sont engagées bien sûr sur des marchés. On se dit là franchement c'est la Bérésina, c'est quand même un sacré camouflet pour une marque mythique. On s'attend à ce qu'il puisse se passer des choses. On a vu la déclaration de Binotto qui est contredite par celle de Charles Leclerc qui dit je suis à peu près sûr que c'était une réaction à Red Bull qui nous a mis sous pression, mais nous n'aurions pas dû réagir à l'arrêt de Verstappen. Même si Mathias a dit que la performance justement n'était pas top avec ces températures fraîches, nous aurions pu faire mieux. C'est-à-dire qu'on a un directeur d'écurie qui dit blanc, on a un pilote numéro 1 qui dit noir, et on a Carlos Sainz qui dit oui, bon, moi je suis quand même assez perplexe sur ce qu'on a fait, on s'est raté en tant qu'équipe, mais c'est vrai que Mathias a raison, c'était pas forcément un problème de stratégie, plus un problème de performance. Leclerc, c'était le plus rapide. C'est la chienlit en fait. Leclerc, c'était le plus rapide en médium usé. D'où le problème de la performance. Il avait le meilleur rythme. Mais cette communication, ce que je veux dire par là, c'est là-dessus que je veux vous relancer, cette communication, elle traduit tous les maux de Ferrari, toute la chienlit qui s'installe dans cette écurie. Autant on pouvait lui donner un crédit parce qu'on n'était pas en interne, autant là il ment. Là, en fait, il se met à mentir ouvertement pour protéger l'intérieur. Sauf que l'intérieur, il est gangréné. Au bout d'un moment, ça pue. T'as beau fermer la porte à double tour, ça pue. Il y a du moisi dedans, ça pue. Donc on le sent, on le voit. Il est perdu. Il est perdu, là, mais vraiment. Là, il est en train d'avouer son incompétence. Parce que, et puis dire, non, les pneus, c'est pas le problème. Mais enfin, c'est capital. Et c'est le problème. Mais c'est le problème. C'est-à-dire choisir les bons pneus, arrêter les pilotes au bon moment, couvrir qui, pourquoi, comment. Alors, effectivement, l'histoire d'Undercut, on connaît tous. Et c'est probablement, là aussi, moi, je l'analyse comme ça, la raison pour laquelle Charles était sorti au Grand Prix de France, au Paul Ricard, parce qu'on venait d'arrêter Verstappen, donc on essayait de lui faire le coup de l'undercut. Lui, il savait qu'il avait encore un tour en piste. En tout cas, je suis sûr que de lui-même, il allait s'arrêter pour pas refaire les mêmes conneries. Là aussi, on l'a laissé en piste jusqu'au 23e tour. Alors que devant, Russell s'arrête au 17e, Verstappen s'arrête au 17e. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils dorment ou quoi? Il y a un moment, si on veut couvrir les autres, il faut les couvrir vraiment. Il ne faut pas attendre 3 tours, de voir les performances de Charles décroître, à chaque fois, perdre des brassées de dixièmes qui finissent par faire des secondes, et après, c'est mort. Et après, on est en train de courir après les autres. Et inversement, au deuxième relais, il le laisse, il l'arrête alors que la performance du médium, elle est encore là. Il l'arrête après 16 tours. Qui est débile et totalement contraire à ce que Pirelli préconise. Hamilton et Verstappen ont fait 32 tours en médium. Ouais, complètement. Juste un mot, tu disais tout à l'heure choisir les pneus. Petite anecdote sur Verstappen. Verstappen devait débuter la course en pneumatique dure. Ouais. Sauf que son tour Ils ont d'installation, tout changé, il le fait en tendre et il y a eu un blocage je crois, au deuxième virage. Il a remarqué, il a constaté le peu d'adhérence, pour ne pas dire une adhérence inexistante, déjà avec les pneumatiques tendres. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait chez Red Bull? Non, les tendres, parce qu'il fait son tour d'installation en tendre, Max Verstappen. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là chez Red Bull? On s'adapte. Et dans ces cas-là, on dit, OK, on n'utilisera pas les pneumatiques durs. Regardez la cool room après la course. Je crois que c'est Hamilton qui pose la question. Leclerc, il était en dur. Que répondent Russell et Verstappen? Ouais. Bien sûr. Ouais, c'est fou. C'est fou. Mais ça, c'est une question sur laquelle je veux vous relancer. C'est le dernier aspect sur lequel j'ai envie de vous relancer, justement, sur ce sujet. Leclerc a dit, moi je voulais continuer sur les médiums. C'est pas la première fois qu'on entend Leclerc assez proactif, on va dire, sur sa stratégie. Comment t'expliques, toi, Jean-Luc, que Ferrari, entre guillemets, n'en fait qu'à sa tête et n'écoute pas son pilote? C'est quoi? C'est le poids de l'institution Ferrari ou parce que chez Mercedes, lorsqu'Hamilton demande une certaine stratégie, on l'écoute. Lorsque Verstappen, chez Red Bull, demande une certaine stratégie, on l'écoute. C'est quoi? C'est le poids de l'institution chez Ferrari ou c'est Leclerc qui est un petit peu trop gentil et qui n'arrive pas à imposer justement ses desiderata? Je pense qu'il y a des deux. Je pense que Charles est un garçon bien élevé. Je veux dire, on voit comment il se maîtrise, comment il boue intérieurement, mais il ne sort pas les mots parce que justement, il sait que ça va lui coûter peut-être sa place. Puis, on ne sait pas ce qu'il y a dans le contrat non plus. Interdiction de critiquer, c'est la Formule 1 aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a une langue de bois vraiment quasi unanime. Donc, effectivement, il ne faut pas s'attendre à des déclarations, surtout de la part d'un encore très jeune pilote qui a tout son avenir devant lui et qui a le contrat avec l'écurie mythique de la Formule 1. Donc, il ravale ce qu'il peut, il serre les poings et puis il sort quelques phrases un peu anodines parce qu'il ne peut pas sortir l'artillerie lourde. Le problème, il est là. Et puis,
clairement, ne lui fait pas confiance. Voilà, pour répondre à ta question. Évidemment, des types comme Hamilton ou Vettel, les deux sont des dieux dans leur équipe. Ils ont apporté des titres, etc. Là, on ne fait clairement pas confiance à Charles. Même en début de course, quand on voit qu'il est beaucoup plus rapide que Sainz et qu'on met je ne sais plus combien de tours, 3, 4, 5, à demander à Sainz, bon, pousse-toi, laisse-le passer, alors que lui, il pourrait tout de suite être dans les roues de Russell. On l'a vu. Tout change à partir de là. Tu fais une connerie et après, tu la payes toute la course parce que ça ne s'arrête pas à un moment. Non. Quand tu commences à cramer tes pneus et après, on le laisse en piste 23 tours. Mais écoute, mais sincèrement, c'est débile. Enfin, je suis désolé. On a l'impression qu'on a affaire à des amateurs. Le pire dans tout ça, dramatique. c'est que Charles Leclerc, forcément, va commencer à avoir de moins en moins confiance Bien en sûr. l'écurie. Il ne faut pas qu'on demande à un pilote d'être pilote, de changer les pneus, de faire la stratégie. Bien sûr. Il doit rester focalisé et concentré sur son pilotage et avoir 100% confiance envers les hommes qui constituent son écurie, qui ont tous le même objectif, c'est faire gagner Charles Leclerc, Carlos Sainz, mais en tout cas faire gagner Ferrari. Aujourd'hui, si Charles Leclerc commence à douter de son écurie, ça va devenir compliqué. Bon, cette saison, moi, je considère que c'est terminé pour fini, Charles c'est Leclerc bien. et pour Ferrari. D'ailleurs, Ferrari, attention à Mercedes, il faudrait plus se préoccuper de 30 Mercedes points, hein. pour la troisième Oui, place. ils vont se faire passer que pour, devant par Mercedes. Oui. Donc, attention, mais ça pourrait être une source d'inquiétude pour Charles Leclerc et Ferrari, la relation entre les deux à moyen terme. Il faut qu'on avance les amis et passer tout de suite au deuxième enseignement. Vous allez voir, tout est lié puisqu'on va évoquer Max Verstappen. Max Verstappen qui a réalisé quand même un certain exploit hier puisqu'il partait 10e après son problème moteur en Q3. 10e au Hungaroring, généralement on est condamné à ne pas jouer la victoire. Red Bull le disait d'ailleurs samedi soir. L'objectif c'était viser au mieux en tout cas la P5 en course. Info ou intox, en tout cas c'était leur communication. Et puis il y a eu cette remontée fantastique où, et d'ailleurs c'est la question que je vous pose, où est-ce que c'est un succès justement offert sur un plateau, notamment par Ferrari, parce que, alors, d'un côté, Verstappen a eu des soucis d'embrayage, on l'a su après, c'était en tout début de course, il a dû se mettre justement en mode préservation, mais Red Bull a été maître de sa stratégie, ce qui a fait toute la différence bien sûr avec Ferrari, et on reviendra sur ce 38e tour où il provoque l'erreur de Ferrari en faisant cet undercut sur Sainz. Il y a eu des dépassements de la part de Max Verstappen aussi, que c'est vite échappé, vite libéré, notamment des Alpines en début de course. Il y a eu ce 360, ce spin aussi également sans conséquence dans le troisième secteur. Bref, au final, on a la première victoire de Max Verstappen à Budapest en carrière. La question que j'ai envie de vous poser, est-ce que c'est pas la plus belle d'ailleurs de 2022 ? Comment vous la jugez cette victoire ? Est-ce que c'est un réel exploit ou justement est-ce que Verstappen n'a même plus besoin de forcer ? Tu sais, l'année dernière, on parlait après le Castellet d'une sensation d'écœurement par la facilité avec laquelle Red Bull avait mis en place ses pions pour faire le résultat qu'il souhaitait. Et on se disait, waouh, ça va être dur pour les autres. J'ai un peu la même sensation sur un aspect un peu différent, c'est que Verstappen, il part P10 sur un circuit où on ne double pas, et à aucun moment, j'ai eu l'impression qu'il faisait un exploit. J'ai eu l'impression qu'il roulait excessivement bien, que la stratégie de Red Bull était parfaite, mais que c'était très pudique ce qui s'est passé. Il est remonté gentiment, il a fait le taf gentiment, et à aucun moment, personne n'a pu lui contester quoi que ce soit. Et à partir de là, je me dis, ouais, c'est chaud. C'est chaud parce que Mercedes n'est pas encore au niveau, Ferrari se prend les pieds dans le tapis, et à partir de là, il a vraiment qu'à ramasser les miettes. Il n'a pas eu à forcer du tout. Et cette saison, je trouve qu'il y a énormément de victoires où la Red Bull, certes, est très bonne, mais j'ai pas l'impression que Max Verstappen force son talent. Il est beaucoup moins, je trouve, incisif que l'année dernière, et pour autant, il a beaucoup plus d'avance que l'année dernière. Je trouve ça plus facile cette année, parce qu'il y a personne qui lui arrive à la cheville. En fait, en termes, quand je dis à la cheville, c'est lui, de son écurie et du triptyque avec la stratégie, par exemple, triptyque écurie, stratégie et pilote. Sincèrement, je le trouve mais dans un fauteuil parce qu'il y a personne qui sait faire ce que à l'heure actuelle ils font. On est pisse-froid, les gars, en disant ça, ou est-ce que justement on réduit la performance d'hier de Max Verstappen ? Est-ce qu'il faut s'en enthousiasmer, ou est-ce que justement on peut se dire bah non, mais c'est sans forcer ? Alors, si je me permets, là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. pas de souci. Et c'est pour ça, c'est l'intérêt du débat. Moi, je pense que c'est un exploit qu'il a accompli, vraiment, pour tout ce qu'on a dit en préambule. Normalement, la Hongrie, c'est un tracé sur lequel on ne dépasse pas. Alors, peut-être un peu moins vrai cette année, dans la mesure où les monoplaces ont évolué, et on a vu des vraies batailles. Pour moi, une vraie bataille, c'est je te passe, tu me repasses, je te repasse. Voilà. Et avant,
on dépassait grâce au DRS essentiellement. On est plus rapide, on recolle au DRS, on dépasse et après on s'en va. Là, on a vu depuis le début de la saison, sur différents circuits, des vraies batailles, y compris entre Verstappen et Leclerc. Donc, je pense que c'est un exploit de Verstappen, mais comme on dit toujours, les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et comme pour moi, il a accompli un exploit, mais vraiment, mais en douceur, tu as raison, sans drama. C'est-à-dire qu'il était le plus rapide en piste, il a magnifiquement exploité les qualités de la Red Bull. Là aussi, lui, ils ont eu des problèmes de mise au point, mais là, ils ont trouvé comme par hasard les bons réglages. Et puis, tu sais, le meilleur ennemi, c'est ton coéquipier. Et tu as, Oui. et tu as un Pérez qui est parti 11e donc avec lui et qui termine 5e à 15 secondes et qu'on n'a pas vu. Donc si tu veux, c'est quand même là aussi le binôme parce qu'il est tellement talentueux, puis il est sûr de lui. C'est le patron. C'est exactement le patron. Et là, maintenant, il a une pression psychologique sur les autres. Tu sais, malgré tout, les pilotes, le champion du monde en titre, c'est quand même le type qui est fort. Et puis là, il dispose d'une bonne voiture. Il y a eu les 2 petits problèmes de fiabilité, qui l'ont éliminé dans les 3 premiers Grands Prix. Mais depuis, c'est la voie royale. On ne fait pas d'erreur. On exploite au maximum. Quand on ne peut pas gagner, on finit 2 ou on finit 3 et on prend les points. Non, c'est du super boulot. Enfin, sincèrement, pour moi, c'est un exploit. Je suis d'accord, c'est un exploit à ce niveau-là. Et c'est vraiment dans l'impression où moi j'ai pas le sentiment... parce que c'est une impression de facilité. Je suis d'accord avec toi. J'ai eu plus ce sentiment d'exploit avec d'autres performances de Max Verstappen. Oui, il n'était pas à l'arrache, ça je suis d'accord, mais les dépassements de tranchant, paf, c'est le patron et les autres, ok. Un par un, méthodique, clinique, il y avait... Efficace. Oui, mais après, il faut quand même souligner un truc, c'est que le week-end de Max Verstappen, c'est pas le plus beau week-end de la saison. Il y a des erreurs. Le premier tour de Q3, il le rate. Derrière, il a son problème. S'il fait son premier tour de Q3 correctement, peut-être qu'il est plus haut sur la grille. Là, on parlait de la course. Je suis d'accord avec toi. C'est l'ensemble du week-end. Il y a ce spin aussi. Oui, et c'est ça qui est magnifique. Il gagne en ayant fait un tête à queue. Là aussi, on devrait faire le décompte. Et je crois que c'est le premier Grand Prix qui gagne en partant au-delà de la 4e place. Oui, c'est la première fois. En plus, voilà, l'exploit, il est là. Il part 10e, il gagne sur un circuit où on ne dépasse pas. Moi, c'est vraiment dans l'impression que je dis ça, mais après... Hamza, sois l'arbitre de ce débat. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure de Sébastien Vettel, mais je trouve qu'il est en train d'écraser la saison. Avec l'aide de Ferrari évidemment, mais à la manière dont Sébastien Vettel à l'époque, il a pris Verstappen quasiment 20% des points disponibles depuis le début de la saison. Il a signé sa 8e victoire depuis le début de la saison. Le record sur une seule saison, il appartient à Sébastien Vettel et je crois Michael Schumacher avec 13 succès. Il en est déjà à 8. C'est énorme. Il en reste 9. La moitié. Les saisons sont plus longues, certes. Schumacher en 2004, il y avait beaucoup moins de Grands Prix, mais il est en train de pulvériser. Alors qu'il y a de l'adversité en plus. Alors qu'il y a même s'il y a des erreurs côté Ferrari. Et alors qu'il n'a pas la meilleure voiture. Exactement, c'est ça. Si en début de saison, avant le premier GP ou après le 3e GP, on nous avait dit à la mi-saison, ou en tout cas après la Hongrie, Verstappen, il aurait 8 succès, il aurait 80 points d'avance sur la 2e place avec Charles Leclerc. Moi, perso, j'aurais pas cru. Non, exactement. Et il va avoir 25 ans, c'est ça, il est 97, Verstappen. Il va avoir 25 ans au mois de septembre, c'est juste le 9e pilote à avoir le plus de victoires en Formule 1. Il n'est pas à 3 ou 4 victoires de rentrer dans le top 5. Ça va arriver vite. De toute façon, il va atteindre Alonso dans 5 victoires. Voilà. Faudra se poser la question de l'hégémonie Max Verstappen à la fin de cette saison. C'est le seul pilote, je suis en train de voir, avec Carlos Sainz qui s'est qualifié à toutes les Q3. Juste si on est dans les chiffres, et c'est ceux qui me reviennent en tête, moi je les ai pas tous. 27 victoires, Jackie Stewart. Oui, alors vous allez me dire, il a dépassé triple champion du monde. Bien sûr, moins de courses, on est tout d'accord. Ça, c'est chiant un petit peu, 3 fois champion du monde, 27 victoires, ça y est, 28. Exactement. C'est fabuleux. Légende. Oui. Légende de la Formule 1. Il y avait moins de courses aussi. On est bien d'accord. Tu avais 4 victoires à l'époque dans une saison. C'était plié. Je me souviens de la saison de Kimi en 2007. Il gagne 6 fois, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a une lutte à 2 écuries, mais 6 victoires dans une saison, c'était... Puis il y a peut-être un peu plus d'adversité. Je sais pas, je vais pas lancer le débat, les amis. On aura l'occasion d'en reparler à l'avenir. Mercedes, désormais. On a parlé de Verstappen, on a parlé de Red Bull. Mercedes est-elle de retour, justement, dans la course à la victoire et au premier plan? 2e double podium consécutif, 34 points pris. C'est à peu près comme en France et en Autriche, avec le petit point, bien sûr, du meilleur tour qui a été récupéré par Lewis Hamilton hier. Ils étaient pourtant nulle part vendredi. Première pole position pour George Russell, c'était samedi. Pole position circonstancielle. Tu l'évoqueras bien sûr, Brice, je l'imagine. Ils ont battu quand même une Ferrari, une Red Bull à la régulière dimanche, ce qui change avec ce qu'on avait vu sur le début de saison. Et puis Hamilton qui compte désormais plus de podiums que Charles Leclerc en 2020.
2022. Cette stat est complètement affolante. Pouvait-il pour autant viser la victoire? Parce que c'était les propos de Toto Wolff et de Lewis Hamilton hier. Russell était certes dans le rythme des meilleurs, notamment sur le premier relais, et puis ensuite il a un peu trop tapé dans ses gommes et il a dû gérer comme il le pouvait en tout cas en fin de course. La fusée Hamilton aussi également avec ce rythme complètement fou en fin de course, notamment sur les pneus soft. Et puis je le disais, les regrets de Toto Wolff concernant Lewis Hamilton et son problème de DRS en qualification qui, selon le boss de chez Mercedes, lui aurait coûté la victoire. Votre avis sur Mercedes? Est-ce que c'est circonstanciel? Est-ce que c'est dû au fait qu'on soit au Hungaroring sur une piste qui était assez froide, assez fraîche, ce qui a convenu bien sûr à Mercedes, ou est-ce que non, là on a vraiment le signe d'une lutte à trois qui devrait s'installer jusqu'à la fin de saison? Normalement, la Hongrie, c'était pas censé être une piste où Mercedes allait forcément exceller. Donc, il y a quand même une grosse surprise déjà de voir George Russell prendre la pole, de voir Lewis Hamilton performer. Enfin, avec ce qui s'est passé en France, je ne sais pas encore quoi penser du coup de Mercedes. Est-ce que Mercedes est vraiment revenu dans la lutte avec Red Bull et Ferrari? Ou est-ce une histoire de Ferrari s'est planté, Verstappen par loin? Je n'arrive pas encore à avoir de certitude. La course de Mercedes, elle me semble vraiment incroyable. C'est la première fois qu'on les voit se battre. Enfin, ces points-là, ils les prennent par la performance de leur voiture et pas par l'optimisation parfaite, entre guillemets, qu'on a pu voir au Paul Ricard. Ils prennent les mêmes points qu'au Paul Ricard, mais avec un sentiment que les deux peuvent jouer la gagne et que je pense, à mon avis, s'il y a 6-7 tours de plus, je ne sais pas combien il y a d'écart entre Hamilton et Verstappen à la fin, mais... Sachant que Verstappen doit gérer ses gommes en fin de course, t'as raison. 7 secondes 8, on est quand même pas très loin et c'est quand même loin des 40 secondes qu'on avait en début de saison. Cela dit, encore une fois, je trouve que le Paul Ricard va être beaucoup plus symptomatique d'une hiérarchie. Les évolutions, elles sont arrivées au Paul Ricard. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi à les faire fonctionner au Paul Ricard et qu'ils ont trouvé quelque chose pour la Hongrie. Ça, je ne sais pas. Donc, on verra davantage sur la suite de la saison. Mais je suis intimement persuadé encore, et c'est peut-être un conservatisme de la hiérarchie qu'on a vu en début de saison, que s'il ne fait pas 20 degrés de moins dès le samedi, cette Mercedes est nulle part. J'ai ce sentiment-là. J'ai ce sentiment que la Mercedes a réussi à mettre à l'optimum de la performance pneumatique alors que tout le monde surchauffait en qualification. Mais d'un autre côté, quand je vois ce qui se passe dimanche, où je suis très surpris du rythme, j'ai du mal à comprendre. J'ai envie pour le moment de cantonner ça au Hungaroring parce que c'est le Hungaroring et que c'est pas un circuit qui va nous donner assez d'informations sur la performance globale d'une monoplace. Mais par contre, là, sur ce GP, ils m'ont fait peur. Ils m'ont refait peur dans la lutte à la victoire. Ils m'ont refait peur dans le sens où Hamilton, il était là, il était vraiment de retour. George Russell a fait un premier relais exceptionnel, je trouve, sur des softs qui se sont dégradés beaucoup plus vite que ce qu'il a bien voulu le laisser montrer. Donc, j'ai un sentiment très mitigé, un peu de flou, en me disant, ok, la perf est en train de revenir. Ça, oui, je ne sais pas si ça va fonctionner partout. Je sais que c'est aussi un peu circonstanciel, mais visiblement, les évolutions qu'ils ont, elles vont quand même dans le bon sens. Je ne sais pas quand ça va marcher de manière durable, mais je sens que c'est là, en fait. Jean-Luc, ton avis sur Mercedes? C'est un boulot remarquable, c'est une renaissance, on peut le dire, parce que manifestement, la machine n'était pas tellement performante, on va dire les 6-7 premiers Grands Prix. Alors, il faut savoir, et on le sait tous, que les Formule 1 évoluent en permanence. Il faut savoir que, on le sait bien, quand on est premier au classement constructeur, on a moins de capacité d'évolution que d'autres. On a choisi une option drastique en termes d'aéro, avec ces fameux flancs, etc. Puis il n'y a pas que ça, sûrement c'est un package, c'est un ensemble. Pour faire fonctionner cet ensemble, on a mis du temps, par manque, comme on l'a dit. Puis Hamilton n'était pas là cet hiver, il faut le dire aussi, puisqu'il avait déconnecté. Psychologiquement, je pense qu'il n'y était pas non plus. Là, il est vraiment revenu. Et puis, finalement, il aime ça, lui aussi, à 37 ans et 7 fois champion du monde et 103 victoires. Il se dit, moi, je vais pulvériser les records. Puis ce 8e titre, finalement, peut-être pas cette année, mais soyons clairs. Mais j'y crois et je veux l'avoir et j'ai encore du contrat. Donc, tout ça, ça fait un ensemble. Ils s'entendent très bien jusque-là avec Russell. De toute façon, ils n'ont pas le choix non plus. Russell, il débarque dans l'équipe, etc. Il a poussé dans ses derniers retranchements. Et moi, c'était ma question du début. Est-ce que Wolff allait laisser Russell pousser Hamilton? Oui, très bien, très bonne nouvelle, ravi. Donc, oui, Mercedes évolue extrêmement positivement, et là, ils sont là. Ils vont finir par gagner, parce que là, sans une course, et nous venons de l'évoquer, exceptionnelle de Verstappen et de Red Bull, c'est Mercedes qui gagnait. Et puis, ils le méritent, parce qu'en performance, ils sont pas loin du tout. Effectivement, excellent début de saison. Moi, au début, j'ai cru que Russell allait se faire bouffer par les Ferrari, mais très, très vite. Si on avait laissé passer Leclerc, c'était le cas. Je le redis. Oui, c'est la première erreur de Ferrari. Parce que là, je pense que Leclerc, qui est quand même, pour moi, encore
légèrement au-dessus de Sainz, hein, dans l'ensemble du package, dans certaines circonstances, pas toujours, mais là oui. Donc on n'a pas joué la bonne carte chez Ferrari. Donc quand on se plante et qu'on n'exploite pas son potentiel, effectivement on permet à Mercedes, en l'occurrence, c'est dont nous parlons, à nouveau de monter sur le podium. 5e podium consécutif pour Hamilton. Hamilton est de retour, évidemment. Et puis je reviens à ce que je disais au Castellet. Désormais, une lutte à 3 écuries. Quand tu ne performes pas, quand tu commets des erreurs comme Ferrari, tu termines 4 et 6 ou 5 et 6. Elles vont coûter plus cher. Elles vont coûter beaucoup Donc plus désormais, effectivement, ça va coûter très très cher, d'autant plus que la régularité de Mercedes, on dit depuis le début de la saison, Hamilton, c'est le seul pilote à ne pas avoir abandonné. Et c'est le seul pilote qui n'a jamais perdu de position par rapport à sa position de départ sur la grille. Il a toujours terminé soit à la même place, soit devant. Mais Imola Même à Imola, oui. Même à Imola. Voilà, donc, il y a une course catastrophique aussi. il gagne pas de position, mais il perd pas de position. Il termine sur 13e. Imola. Donc, il part plus haut que 13e. Bref. il gagne même une position, tiens, sur Imola. Mais effectivement, ce qui est affolant, c'est que Mercedes, là, ils prennent sur l'ensemble du coup, sur le dimanche de course, ils prennent seulement 1 point de moins que Red Bull. Et si on prend toutes les courses depuis l'Azerbaïdjan, sauf Silverstone, où il y a l'abandon de George Russell, mais il n'aurait pas dû être un abandon. Voilà. Mercedes, c'est toujours la 2e équipe qui prend le plus de points, soit devant Red Bull, soit devant Ferrari. Depuis Bakou, hein. Depuis Bakou, tout à fait. Depuis Bakou, Mercedes est la 2e écurie au championnat. Exactement. Oui, c'est Derrière ça, Red c'est Bull ça. et devant Je dis, Ferrari. C'est la raison pour laquelle ils vont dépasser Ferrari très rapidement. Et voilà. Ils sont revenus, on Et l'a dit, dans le feutré en plus, ça va faire, mais gentiment. En Oui, douceur, en douceur. À Monza, tu sais, Smooth. ça va arriver à Monza, au soir de Monza. Comme un symbole. Ça peut. Comme un symbole. Juste un petit point. À Spa, on évoque aussi un changement de règlement au niveau des planchers, ces fameux planchers flexibles, notamment utilisés par Red Bull et Ferrari. Est-ce que ça peut être un avantage justement pour Mercedes à la rentrée, Jean-Luc ? C'est toujours un avantage quand il y a un changement pour les grosses équipes, normalement, parce qu'ils ont des moyens de développement. On ne sait même pas combien de centaines ou de milliers de personnes travaillent réellement, malgré les limites et malgré le budget capé et tout ce qu'on veut. Bon. Ok, il y a des gens qui travaillent de chez eux, voilà, on ne peut pas les empêcher. Le télétravail budget capé. La puissance de développement, elle est colossale. C'est une équipe extrêmement puissante, peut-être la plus puissante du plateau en termes de moyens. Si on additionne tout, Red Bull pourtant c'est énorme et Ferrari aussi, mais je me demande si Mercedes et le groupe n'est pas encore plus important, puis ils l'ont démontré. Donc, alors, moi, pareil, trop de réglementation, pour moi, tue la réglementation. Et là, c'est un vaste débat qu'on abordera peut-être. d'accord. Il faut dire, il faut sauver le soldat F1 parce que c'était l'un des grands arguments de ton livre. Le soldat F1. Et là, plus on en fait, mais plus on se perd dans le détail. Ah oui, mais alors on nous avait dit ça. Alors après, chacun regarde l'aileron arrière des Aston. Alors finalement, on peut faire ça. Il y a toujours, et c'est normal, les ingénieurs n'essaient pas de tricher, ils essaient d'optimiser. C'est le mot positif. Donc forcément, plus on met de règlements, alors maintenant on touche. Bon, il y a un moment, il faut arrêter de réglementer parce que ça devient débile. Et puis surtout réglementer ce qu'on peut contrôler en permanence. Bon. Enfin, pour moi, c'est la porte ouverte. Alors, pour les histoires de marsouinage, qui effectivement affectaient majoritairement Mercedes au début. Enfin, c'est encore un autre débat où là aussi, on invoque des raisons de sécurité. Mais non, c'est complètement bidon. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est un argument de communication. Alors oui, les pilotes sont secoués. Alors, ils sont pilotes de Formule 1, les gars. Vous faites quoi dans la vie ? Bizarrement, il y a un moment, il faut arrêter. Bizarrement, ça a gueulé à Bakou, parce que Bakou, c'est terrible. On en voit du marsouinage depuis non. 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 Alors on dit c'est les grand-chose, circuits qui sont lisses. Bah oui, je veux bien. Non, mais c'est des écuries qui ont progressé, je pense, et qui, à coup de modification, ont réussi à limiter ce phénomène de marsouinage. Voilà, c'est tout. Et c'est aux écuries de le faire, en fait. Enfin, moi, je déteste ce côté imposé par la réglementation. Enfin, c'est pas des bébés, en fait. On n'est pas dans l'état providence permanent avec la FIA. Enfin, s'il y a un problème, c'est pas toujours à la FIA de le régler. À un moment donné, les écuries, elles jouent un jeu dangereux qui est celui de plaquer la voiture au sol. D'être toujours à la limite du règlement et un peu au-delà sans se faire prendre. Et il faut être aussi à la limite de ce que les pilotes peuvent encaisser. Et il y a un moment donné où, effectivement, si on fait ouin, ça secoue, bah peut-être aussi que c'est parce que tu as mis ta voiture trop proche du sol. Si tu n'es pas capable d'avouer que ton concept ne fonctionne pas si elle est 5 mm au-dessus, c'est pas à la FIA de venir... tu vois, Jean-Luc, il n'y a que des enfants de motors autour de ce plateau. Je le constate avec un grand plaisir. Ça vous a doublé. Il y avait l'histoire de jupes dans les années 80. Vous n'avez pas connu ça, mais moi, oui. Donc, où on avait... Et les jupes coulissantes, même. Là, c'était super dangereux parce qu'effectivement, dès qu'un pilote prenait un vibreur, paf, la jupe volait en éclats. Et du coup, le phénomène d'aspiration que l'on connaît, dû effectivement au fond, avec les pontons comme ça, disparaissait quasi instantanément. Donc on a vu d'ailleurs des accidents très très violents. Je me rappelle courbe de Cygne où je crois que c'était Didier Pironi qui avait fini
au-delà du talus à Signes, parce que ça passait à fond quand tout était parfait, à fond, et donc avec les turbos, et donc là, il avait endommagé sa jupe, il est parti, il n'a rien eu, c'est pour ça que c'est un peu passé à la trappe, mais il a fini au-delà du rail, au-delà du grillage, sur le talus. Comme Manu en carte. Donc, Exactement. voilà, vaste débat. Donc effectivement. Le 4e enseignement, les amis, on va refermer là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé sur cette première partie de saison. C'est Lando Norris, le meilleur des autres. Voilà comment on a titré en tout cas cette constatation. Lando Norris qui a fait 7e dans cette course. Une course en solitaire d'ailleurs. Lui qui a su exploiter forcément les manques, bien sûr, de ses rivaux en qualification. Il partait de la 4e place en 2e ligne. La McLaren quand même qui va mieux, mais on l'a souvent dit, Lando Norris est aussi le factor X de cette équipe. Trop loin des leaders à l'arrivée parce qu'il est à plus d'1 minute au bout des 53 boucles du Hungaroring. 4e top 8 consécutif. P7 bien sûr au pilote. Il a 18 points d'avance aujourd'hui sur Esteban Ocon. Et mine de rien, il maintient à flot McLaren dans ce mano à mano avec Alpine. Un petit mot sur la première partie de saison de Norris. Est-ce que par exemple, Jean-Luc, tu t'attendais à ce que ce pilote-là, lorsqu'il est arrivé en Formule 1, est-ce que tu t'attendais à ce qu'il performe de cette manière-là ? Alors, c'est toujours facile de répondre oui, Ouais. mais oui, parce qu'on savait que c'était une pépite aussi. Lando, c'était un garçon rapide. En plus, il n'a pas seulement le talent, pour moi, il a la tête, il est d'une lucidité extrême. Enfin, c'est un personnage intéressant, manifestement. C'est un golden boy de la F1. Il est britannique. On va dire que les faits se sont bien penchés sur le berceau et il confirme. Alors, il tire le meilleur de la McLaren, ça, indubitablement. Et là, malheureusement, la comparaison avec Ricciardo, qui n'est pas devenu mauvais, mais elle est dure. Pour plein de raisons. Alors, ça va un petit peu moins mal, on va dire, mais Lando est toujours devant. Et puis, il est tellement intelligent, là, c'est pareil. Bon, il n'est pas dans le coup, il ne peut pas lutter avec les Ferrari, il ne peut pas lutter avec les Red Bull, il ne peut pas lutter avec les Mercedes. Il prend les points et puis il fait le boulot, j'allais dire. Et il capitalise. Il a un contrat à long terme, évidemment, avec Mercedes, parce qu'évidemment, on ne veut pas le laisser partir du tout. Non, oui, c'est un super bon. Quand on pense qu'il n'a pas de pôle encore et pas de victoire en Grand Prix, mais ça va venir, c'est qu'une question de circonstance. Il n'est pas en pôle en Russie ? À Sochi l'année dernière ? C'est pas lui en pôle ? Alors attends, je dis peut-être une ânerie, non, c'est mais de t'as mémoire raison, là je aussi. crois. Je vais vérifier, t'inquiète pas. Si Non, t'as peut-être c'était, raison. T'as peut-être raison, j'ai trou d'air. Pavé dans la Attends, mare. T'as peut-être raison, il a peut-être une pôle. Tu as Ouais. raison. Si c'est pas Russell, En tout cas, alors, pas de c'est- victoire. ouais. Pas de victoire. Ah oui, bien sûr. Pas de à cause victoire. Si, il a pôle à Sochi l'année Autant dernière. pour- Non, mais autant t'inquiète pour moi. pas. Mais bon, il a une pôle, ok. C'est vrai, ça y est, je la revois aussi. Mais il lui Bon. manque le petit. Mais voilà, puis il lui manque la victoire qu'il consacre, mais c'est de la graine de champion du monde. Voilà. Et puis il y avait eu en plus juste avant Monza où c'est Ricciardo qui est Ah bah nulle ouais. part toute la saison Ah bah et c'est ouais. lui qui prend la et c'est victoire. lui qui quoi. prend la victoire. Je pense que si on n'a pas trop parlé de Lando Norris en ce début de saison, à mon sens, Il est je invisible. regarde déjà. Mais surtout, c'est que le meilleur des autres jusque-là, c'était George Russell. Parce que les autres, c'était Mercedes avec l'écart qu'il y Oui. avait. Si on commence à considérer Mercedes comme étant revenu, forcément l'écart il va se créer entre les trois premiers et McLaren ou Alpine. Sauf que entre Fernando Alonso, Esteban Ocon, Lando Norris et Daniel Ricciardo, certainement que celui qui surperforme le mieux sa monoplace, c'est Lando Norris. Fernando Alonso a le problème de fiabilité qui fait qu'il ne peut pas être à ce niveau-là de façon constante. Mais Lando Norris, en termes de surperformance, c'est vrai que pour le coup, il tient un peu McLaren à bout de bras parce qu'on va être clair. Moi, je trouve que cette McLaren elle est moins bonne que l'Alpine. En termes de performance, je parle pas en Malgré termes les de mises à package jour global. effectuées depuis le Castellet notamment. Et encore, c'est le Hungaro, ça parle pas. Tout à fait. Mais il l'amène quand même très haut. Je trouve qu'il l'amène quand même un poil plus haut que ce que peut l'amener Alonso. Parfois, encore au Hungaro, là, il fait quand même P4. Je trouve que dans la consistance, et si le mental est là, parce qu'il a des petits trous d'air de mental parfois, on l'a vu la saison dernière, après justement, son À tour Spa, tour à Sochi. Spa, et Monza où il perd sur Ricciardo, et Sochi où il perd la course, s'il aligne quand même ça, c'est un sacré diable, et c'est quand même une chance énorme d'avoir ce pilote qui est jeune et extrêmement talentueux et qui peut leader l'équipe, parce qu'il n'a pas laissé Ricciardo leader l'équipe quand il est arrivé, et pourtant il aurait pu se faire bouffer. Donc pour McLaren, je trouve que c'est quand même quelque chose d'énorme, et effectivement, c'est le 7e homme. On est sur une chaîne à la base qui vient du basket, c'est pas le 6e homme, c'est le 7e homme, et c'est peut-être celui qui a le plus de valeur marchande aujourd'hui sur le marché hors grosses écuries, parce que il va participer à cette ère McLaren si McLaren doit revenir au sommet. S'il aligne ça. Sauf que pour l'instant, il ne l'a pas aligné. Donc, moi, j'aurais tendance à être plus sévère que beaucoup sur Lando Norris. Je sais que c'est un des chouchous
du monde Jeune de public. la F1. Troisième public. meilleur pilote de l'histoire de McLaren. Troisième meilleur pilote de l'histoire de McLaren. On le dit à Jean-Louis, on va t'expliquer Ouais, rapidement faut sur expliquer. TikTok Ouais. ou Twitter il y a quelques semaines, quelques mois. Il y a un classement Il y a eu un anglais. classement des meilleurs pilotes de l'histoire de McLaren où Ayrton Senna était le premier, mais illustré avec des images d'Alain Prost. Alain Prost ne faisait pas partie du top 5, mais Lando Norris était troisième. Ça piquait les yeux. Ça t'aurait beaucoup plu, Jean-Luc. C'était les Britanniques, Lewis je pense, Hamilton. qui ont voté J'imagine. en masse. Oui, bah oui. J'imagine. Sans Lewis Je Hamilton, crois qu'il était dans le top 5. Il a un gros fan club, je pense, Lando. Non, mais c'est Non. affolant. Non, mais plus sérieusement, effectivement, la régularité des résultats en course. Et là, effectivement, il semble surperformer parce qu'en qualification, je crois qu'Alonso, il a fait 11 Q3, là où Norris, il en a fait que 6 ou 7. Ouais. Je crois que c'est à peu près équivalent avec Esteban Ocon. Donc, par rapport au voiture, elle est pas potentiel là. qu'il a, c'est ça en fait. C'est qu'il est difficile aujourd'hui de dire que Lando Norris ne performe pas parce qu'on ne lui donne pas forcément le matériel pour performer. Comme tu le disais, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, la valeur étalon chez McLaren, ce serait peut-être davantage Daniel Ricciardo. Bah oui. Aujourd'hui, Lando Norris, il est 7e du championnat, aidé par les problèmes de fiabilité d'Alpine avec Fernando Alonso. Mais il fait une bonne première partie de saison. Le podium qui arrive de nulle part en tout début de saison, c'était en Autriche. Ouais. Non, c'est pas en Autriche. Non, pas en Autriche, Tout début de excuse-moi. saison, pardon. oublié Je qu'il sais avait fait un plus où. podium. Oui. Si, il a fait un podium en tout début de saison. Italie. Mais peut-être En Imola, ouais. Emilie-Romagne. Ah, Imola, Peut-être oui. Emilie-Romagne. Mais effectivement, après moi, encore une fois, j'aurais tendance à calmer le jeu toujours avec le Lando Norris. Il y a quelque chose qui... Je ne saurais pas l'expliquer, le qualifier, mais il y a quelque chose qui me dérange avec Moi, je ce... calme le jeu avec ce pilote. McLaren, pas avec Lando Norris. McLaren, ça fait quand même 2 ans qu'il bute sur une espèce de plafond de verre de top midfield qui n'arrive pas à revenir dans les écuries de tête. Et moi, je suis persuadé que s'il revient dans les écuries de tête, lui, ça va bombarder. Hein. J'ai ce sentiment-là. Mais il peut pas le faire tant que sa monoplace, elle n'arrive pas au niveau de ce qu'est aujourd'hui une Mercedes pour George Russell ou Lewis Hamilton. Il faut passer ce step-là. Et Ferrari l'a passé cette année. Bon, ils l'ont pas passé sur beaucoup d'autres trucs, mais là, au niveau de la monoplace, il lui manque quand même le truc en plus, quoi. Peut-être qu'on veut le voir aussi également sur une saison complète. Vous l'avez très justement dit tout à l'heure. Il avait réalisé une première partie de saison assez incroyable l'année dernière et la deuxième partie de saison avait posé un petit peu question. On l'attendra en tout cas dès la rentrée du côté encore, de Spa Oui. pour le dernier week-end bien sûr du mois d'août. Un petit point les amis sur le classement des pilotes, classement des constructeurs aussi également après la 13e manche de ce championnat du monde de Formule 1. 80 points entre Verstappen et Leclerc. Ça y est, c'est fait, Verstappen est champion? Ah non, moi je ne dirais jamais ça. Il y a eu tellement de contre-exemples. On n'a pas entendu ça hors antenne, Jean-Luc. Non, mais c'est du sport automobile. Bien sûr. Non, moi à chaque fois on m'a posé la question Ah oui, bien sur sûr. l'antenne de RMC, je dis non. Pas avec 9 Grands Prix à Bien sûr. venir, même si le gouffre est énorme. Et je touche du bois en disant ça, c'est un sport dangereux. Complètement. Tout peut arriver. T'as raison. Même une fracture du poignet, Bien ou sûr. un pouce retourné, ou Un Covid. une maladie, exactement. Donc non, ça n'est pas joué. Maintenant, oui, 80 points, c'est considérable. Il peut gérer tranquillement. Il peut terminer 2e, le coude à la portière à chaque fois, en laissant Charles Leclerc, par exemple, gagner, et il sera champion. Donc effectivement, c'est confortable pour lui. Maintenant, c'est un battant, et ce genre de pilote-là ne se contente pas de ça. Il veut des victoires, il veut des pôles, donc il va continuer. Oui, il a largement plus d'une chance sur 2 d'être champion. Il Et- a 2 chances sur 3. Et attention à Leclerc, hein. Oui, Je suis en train de excuse-moi. remarquer quelque chose. On parlait des 30 points entre Ferrari et Mercedes. sûr. Il n'y a que 32 points entre Lewis Hamilton 6e et Charles Leclerc 2e. Complètement. Et 5 points, tu as eu 5 points entre Leclerc et Pérez. Et ça se resserre aussi également Ah ben là, il y a dans un la beau lutte paquet, à cette deuxième place. En Mais effet, il y a Russell est un devant très beau Sainz. paquet. Russell est devant Sainz. Russell est devant Sainz, c'est complètement, c'est complètement fou. Et puis bien évidemment, constructeur, on rappellera qu'il y a près de 100 points entre Red Bull et Ferrari. On en rigole, on en sourit. 30 points bien sûr entre Ferrari et Mercedes. C'est vrai que la lutte Ferrari-Mercedes pour cette deuxième place, elle se dessine en tout cas sur cette deuxième partie de saison. On notera que Alpine a 4 points d'avance désormais, toujours d'ailleurs sur McLaren, puisqu'ils ont marqué tous les deux 6 Depuis la points France. ce week-end. Exactement, la bascule s'est faite du côté du Castellet. Les amis, c'est la fin de cette émission. 2 choses à vous dire. La première chose à vous dire, c'est que vous avez une autre émission également qui vous attend si vous voulez aller plus loin sur le sujet Mercedes. On en a parlé hier justement avec Antoine Bedu. Le pit stop, c'était sur l'antenne de Winamax. Regardez cette très belle vignette. On dirait l'acteur studio, Faut la bien changer sûr, un jour, hein. du côté de Los Angeles. Grand Prix d'Hongrie, Mercedes, la rédemption. On est allé encore un petit peu plus loin sur ce sujet. Je vous invite à aller le voir et vous noterez que Brice Germain avait tout vu dans cette course puisqu'il nous avait dit si Max Verstappen ne fait pas au minimum podium, je ferai des imitations de Kimi Raikkonen sur l'émission de rentrée. Il n'y aura donc pas d'imitation J'avais de dit, hein. Kimi Raikkonen sur l'émission bien sûr de rentrée. Et puis le programme qui vous attend pour mercredi.
mercredi parce que Jean-Luc va rester avec nous pour le MAG. Bien évidemment, il sera question de la carrière incroyable de Jean-Luc Roy, sa passion pour le sport mécanique, ses anecdotes aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. De la 5 de Berlusconi à RMC Sport, à Motors TV aussi également, la liberté de ton aussi également de Jean-Luc Roy, parce que c'est vrai que des Jean-Luc Roy, on n'en fait plus beaucoup, j'ai l'impression, dans ce milieu. Et on a envie, bien sûr, d'en parler avec toi. Et puis, on évoquera aussi également l'évolution de la Formule 1, ton avis sur cette question. Je sais que ça passionne nos auditeurs, bien évidemment. Et puis, le débat autour de la retraite d'un homme. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Sébastien Vettel va se retirer à la fin de cette saison. On en discutera, bien sûr, les différents aspects. Baby Choumi, le cannibale, à Vettel, le gentleman loser. On essaiera de déterminer quelle est la place, justement, de Sébastien Vettel dans la légende de la Formule 1. Restez avec nous, donc soyez présents mercredi midi. D'ici là, passez de bonnes vacances pour les Haussiens qui partent, bien évidemment. Bon courage pour les juilletistes. J'adore ce truc des Haussiens, des juilletistes. Allez, merci Bison Futé. L'opposition, voilà, c'est week-end noir, bien évidemment. Jean-Luc, merci beaucoup pour ce débrief, c'était très agréable. C'était un plaisir. Hâte de parler de toi mercredi. Et puis, bien sûr, mes amis Brice et Hamza, il nous reste 1 heure avant les vacances. Vous êtes prêts ? Alors, allons-y. C'est parti, les amis. Fonçons. À mercredi. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter et à nous donner votre avis sur ce débrief de la course, sur ce Grand Prix de Hongrie. Salut, ciao, bonne journée.